Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la bande à jazz. Alors je ne serai pas présent pour cet épisode puisque ce sont les potos Seb et Val qui me remplacent le temps d'un débat sur le film Avatar 2. C'est une rediffusion du podcast La Waiting Room diffusé en décembre 2022 lors de la sortie du second opus de la saga réalisée par James Cameron. Et pourquoi rediffuser cet épisode en particulier ? Tout d'abord parce que Avatar 3 sort au cinéma, mais c'est aussi parce que c'est le premier épisode que j'ai écouté de la Waiting Room. Et je me souviens, quand j'y ai prêté l'oreille, où j'étais et pourquoi je l'avais autant aimé. Alors encore merci les gars pour cette belle émission. Sinon nous on se retrouve le 26 décembre avec un épisode qui va faire plaisir à quelques personnes et dont je vous laisserai un indice après cet avant-propos. Je vous souhaite un joyeux Noël et passez de très belles fêtes en famille. Est-ce qu'on se lancerait pas dans le vif du sujet ? On va essayer de faire de pas trop Let's go. dériver. Let's go. On se teste. Il y a des chances que peut-être que ça évolue dans le futur. Avec ce premier épisode, voilà. Mais comme pour tout, il y a un début. Donc voilà. Mais là, on va se faire plaisir un petit peu aussi parce qu'en montage, on va pouvoir vous glisser des bouts de bande-annonce, un peu de musique, parce que forcément, si on parle jeux vidéo, si on parle de tout, il y aura moyen de se faire un peu plaisir en montage et de vous apporter un peu de trucs un peu sympas au niveau auditif. Donc aujourd'hui, on vous parle de quoi ? On vous parle de la nouveauté de James Cameron qui nous a fait penser pendant quand même pas mal d'années, on va se le dire. Donc c'est Avatar 2, exactement. Et bien on est parti, bande-annonce ? Allez. C'est parti. Tu dois penser que je suis folle. À sortir de là-bas, derrière les rochers. Mais je sens sa présence. J'entends battre son cœur. Elle est là, tout près. Et comment sont les battements de son cœur ? Puissant. Alors, Avatar 2, donc on l'a vu tous les deux récemment, c'est tout frais. Moi je l'ai vu. Je l'ai vu donc en toute fin d'année, là, juste avant le fin décembre, j'ai dû le voir. J'ai profité d'une disponibilité de séance. Moi, j'avais pas trop de soucis pour le trouver. Toi, je sais que ça t'a un peu compliqué. Ouais, moi, ça a été la galère. Après, moi, je voulais le voir dans des conditions optimales, c'est-à-dire bien placé en Dolby Cinéma ou IMAX. Ouais. Et dans ma région, à Toulouse, ça a été très compliqué de trouver des places. Moi, je cherche depuis la sortie. Tu l'as vu en VO aussi, toi, du coup. Aussi. Et je l'ai vu en VO, ouais, exactement. Encore plus dur. VO Dolby. Et je l'ai vu là, début d'année, le 2 janvier, quoi, voilà. Et moi, je l'ai vu en 2D, parce que la personne avec qui j'étais supportait pas le côté 3D, parce que ça lui file des migraines. C'est bien dommage. Ouais, même si je pense que le côté 3D, c'est un film qui a été fait pour la 3D et qui a été construit autour de ça. Bon, je l'ai vu en 2D, l'expérience était quand même assez cool. Et je l'ai vu en français. Donc voilà, avec un doublage toujours aussi quali. On en retrouve les mêmes voix, en fait, qu'il y avait sur le premier épisode. En parlant du premier épisode, donc, qui remonte à 2009... déjà, est-ce que déjà de base c'était un film qui t'avait plu? Et je suis très curieux de voir un peu les conditions dans lesquelles tu l'as vu, enfin ce que t'en retiens du premier en tout cas.
Alors le premier, pour être très franc, moi c'est un de mes films préférés, Ok. Avatar. Alors malgré peut-être la faiblesse scénaristique, etc., etc. Moi c'est un film qui me fait vraiment vibrer. Le concept Avatar et tout ça, le message et la réalisation de Cameron, c'est des trucs qui me mettent des frissons, alors que j'ai dû voir le premier une dizaine de fois, et j'ai tout le temps des frissons au même moment, sur les mêmes punchlines, sur les mêmes répliques. C'est un truc de dingue. Pareil. Eywa t'as entendu, voilà, là vous pouvez être sûr que j'ai des frissons de ouf. Je trouve ça. Moi, je te c'est un de mes cache films pas, préférés. je te cache pas que mon frisson qui revient quand je le regarde aussi souvent, c'est le passage où il dompte le plus gros. Ah oui. Je sais plus comment il le nom. Tourouk. Ouais, Tourouk Maktou, tu sais. Donc, quand il le dompte et qu'il dit, pour arriver à choper Tourouk, il faut voler plus haut que Tourouk. Et cette scène-là, Ouais, avec c'est la ça. musique, tout ça, enfin là, pareil, ça me file pas mal de frissons. Ouais. Non, je suis très fan du premier. Je me mets régulièrement. À une époque, j'écoutais beaucoup ça, la bande originale. Jake First Flight en top 1 des musiques de la bande originale du premier. C'était incroyable. Et alors, à l'époque, je l'avais vu au cinéma, mais en Ariège, j'habitais en Ariège en 2009. Et donc, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de 3D, puisque à l'époque, Ah la ouais 3D... Ok. Ah ben non, c'est un tout petit cinéma de petites villes, quoi, qui n'a pas évolué. Il y a qu'une salle, hein, donc c'est pour te dire, à l'époque en tout cas, je sais pas aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis pas allé. Et donc je l'avais vu en 2D classique, et j'avais passé un incroyable moment. Et par contre, je l'ai revu récemment en septembre, puisque tu sais, ils l'ont ressorti. Ah oui, t'as eu cette chance-là, toi. Ok, ouais. En remaster. Ah ouais, j'ai sauté direct dessus, parce qu'en fait, j'avais pas eu l'occasion de le voir en 3D et de prendre la claque, parce que tous mes copains au collège, parce qu'à cette époque-là, j'étais au collège, tous mes copains me disaient, ah ouais, putain, la 3D, j'avais l'impression d'avoir les feuilles sur le visage. Bon, ça a abusé peut-être un petit peu, hein, mais c'est vrai que le premier était incroyable. Et le remaster là qu'on a eu en septembre, la remise un peu à neuf, quoi. C'était trop bien. J'ai pris un pied monumental alors que je l'ai vu 10 fois, au moins. Après, de toute façon, ce film-là, c'est peut-être le seul film où il y a qui a été conçu vraiment pour la 3D. Tu vois, c'est vraiment, il a été pensé pour la 3D, il a été développé pour la 3D, ce qui fait que... Il a démocratisé la 3D. Hein, ouais, c'est mais Avatar qui a amené la 3D dans tous les cinémas. Hein. Ouais, mais ce que je veux te dire là, c'est que tout ce qui a été fait après n'a jamais réussi à rattraper ce que faisait Avatar, en termes de profondeur de champ, en termes de vraiment ce qui est conçu pour la 3D. Parce qu'en fait, après, ce que tu regardes, ça a toujours été les films d'après, ça a toujours été des prétextes. Je suis pas trop d'accord avec toi. Pour vendre, j'ai au bout de mon raisonnement, tu vas comprendre, ça a été les prétextes pour vendre de la 3D. Moi, j'ai aucun film qui me vient en tête où la 3D était vraiment intéressante. C'était surtout des effets pratiques, ce qui fait que tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui te sautait à la gueule. Ouais, mais Interstellar n'a pas été développé pour la 3D. Ouais, mais la 3D est sacrément quali. Hein. Ouais, mais avoir vu en IMAX 3D, je peux te dire que ok. C'était pas un gadget. Hein, peut-être, mais c'est vrai que plaisir. Moi, celui-là, je l'ai vu en 2D. Moi, celui-là, j'avais pas de séance en 3D qui était dispo par chez moi. Mais en tout cas, moi, je trouve que Avatar, et ça se confirme encore avec le deuxième opus, c'est vraiment quelque chose qui est prévu et qui est vu pour la 3D. Puisqu'après, on remarquera que ça s'est lentement effondré, la 3D, on l'a plus revu, c'est quelque chose qui était un peu mort dans l'œuf, puisque, clairement... T'es malade. Mais non, il n'y a plus rien qui se fait en 3D aujourd'hui. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de télé 3D, il n'y a plus rien qui se vend en 3D. Non, c'est la je suis pas d'accord, ça, on va pas être d'accord. C'est vrai? Ouais, non, bon. je suis pas un fervent défendeur de la 3D, etc. Par contre, moi, quand je vais au cinéma, généralement, c'est de la 3D parce que je regarde en IMAX et que l'IMAX, c'est pratiquement tout le temps de la 3D. Alors, je vais te poser une question. Et je peux te dire que, en vrai, c'est plus un gadget, quoi. Et si tu écoutes la plupart des gens qui parlent de ciné, les influenceurs, entre guillemets, pas les influenceurs ciné, mais les gens qui s'y connaissent un petit peu en cinéma et tout, ils te disent déjà que Avatar, c'est Avatar qui a démocratisé la 3D, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et s'il y a autant de salles et autant de séances 3D aujourd'hui, c'est grâce à Avatar, et parce que c'est plus un gadget, quoi.
Ouais, mais C'est ça plus se un fait plus gadget. aujourd'hui. Les gens se sont habitués aux lunettes maintenant, mec. Hein. Ouais, mais t'as plus de 3D maintenant. Depuis Avatar 2, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu de film en 3D? Mais t'es un malade ou quoi? Tous les films sortent en 3D, Seb. Tous. Avec les Tous. lunettes? Mais tous. Mais bien sûr. Ok. Mais oui. Bah, c'est peut-être mon, Quand je dis tous, c'est je peut-être mon parle côté des énormes. provincial hein, qui fait que je suis pas dans une Ah grande ouais, ville. je parle des énormes blockbusters. Alors forcément, les films un peu moins déjà qui ne nécessitent pas de 3D, genre les comédies françaises ou les trucs comme ça. Non, Oui, on parle il y a bien pas des de 3D. blockbusters, t'inquiète pas. On est là-dessus, Je on est en te, phase. je te parle des énormes blockbusters. Il n'y en a Ouais. pas un que je n'ai pas vu en 3D. Je pense notamment au blockbuster Marvel que je vais voir au ciné. Enfin, j'allais voir régulièrement au ciné. J'en ai pas vu un sans la 3D. Ces 5 dernières années. Ah ouais, tu vois, Ah pour moi, c'est quelque chose Ah qui a été plus mis autant en avant sur ces 5 dernières années. Tu vois, après, j'ai pas de Les chronologie. Jurassic Park, Ok. Interstellar. Ah, mais ça, c'est vieux, ça a 10 ans déjà. Le dernier Jurassic World, il est. Il est pas en 3D le dernier Jurassic World. Mais bien sûr que si, mais t'es fou toi. Je suis fou. Tu dis des bêtises, arrête. C'est vrai. Arrête. Écoute, Il y a pour- des séances 2D, mais il y a de la 3D, bien sûr, évidemment. Ah, ok. Il y a un vrai public pour ça. Hein. Ok, mais quoi, toi, pour moi, c'était quelque chose qui était plus mis en avant. Bref, mais bon. Oui, parce que t'es un boomer, toi. Non, Toi, je t'as suis encore 10 ans. je suis un provincial où j'ai un cinéma qui, depuis Avatar 2, n'avait pas remis en avant la 3D. Donc on n'avait pas de séance 3D, on n'avait que de la séance 2D. Et en vrai, je vais t'assure. plutôt en phase avec cette démarche-là de mon ciné, puisque je trouve que si c'est juste pour avoir des effets qui te sautent à la gueule et qui t'apportent rien, moi je trouve qu'aujourd'hui la 3D, j'ai un avis un peu négatif là-dessus, ça assombrit l'écran. Et t'as pas cette belle luminosité que tu peux avoir sur certains films. Et Avatar est le seul où justement c'est conçu autour de ça, donc tu n'as pas cette sensation de côté sombre au niveau de l'image. Et Avatar 2, bon, je l'ai pas pu le voir en 3D comme je disais, mais j'essaierai d'aller le voir en 3D justement parce que pour moi c'est vraiment un film qui est conçu pour ça. Alors que toute la production qui a été faite après, ce n'était pour moi que des rajouts 3D pour faire 3D et pour vendre de la lunette. Bref, si tu veux bien, on ferme le débat là-dessus. Non. Mais maintenant, en fait, Ouais. On peut faire juste. Rapidement. Je rajoute juste un petit truc. C'est que Avatar, c'est le premier film, je crois, tourné. Ou un des premiers, en tout cas, tourné, si je dis pas de bêtises, avec des caméras IMAX, Oui. qui à l'époque n'étaient pas du tout démocratisées, etc. Et les caméras IMAX, c'est deux caméras qui permettent de créer cet effet 3D de profondeur. C'est pas de la 3D qui te saute au visage, mais c'est plus de la 3 dimensions où Ouais. ça rajoute c'est de ce la que je dis, profondeur ouais. de Ça a champ. été conçu pour ça. Ouais. Mais la Et plupart des ça, films ne c'était en sont pas. 2009. Ouais, mais la plupart des films après qui ont fait de la 3D. On non. est en 2022, quasiment tous les films sont tournés avec ce type de caméra-là. Ok. Bon. Autant pour moi alors. Rapidement, moi je donne. Gravity, mec, tu demanderas à des gens qui ont vu Gravity, moi je l'ai pas vu au ciné. Gravity, ça a été justement un des films avec une 3D qui sert vraiment beaucoup le propos du à la film. limite, je peux comprendre. Et c'était en 3D. Et Gravity, ça date. C'est 2017, je crois, Gravity. Donc, dites-nous dans les commentaires éventuellement quand on vous postera l'épisode sur les réseaux sociaux ou sur le Discord ce que vous pensez éventuellement de la 3D. Est-ce que vous êtes client de 3D ou pas client de 3D? Je suis très intéressé d'avoir votre avis. Moi, je suis pas client perso, mais à part par quelques exceptions. Toi, plutôt client, mais voilà. Bref. moi, je suis pas dérangé. J'ai pas de problème avec la 3D. D'accord. Bon. Rapidement, en 2 minutes, mon Avatar, c'est un énorme kiff à l'époque où c'est sorti. J'ai dû le voir 2 fois au ciné. Je l'ai vu une fois en 3D, une fois en 2D. Et je compte plus les fois où j'ai dû le voir en DVD et Blu-ray. Pour moi, c'est une grosse claque. Et je te rejoins sur le fait de frisson sur les mêmes passages, parce que c'est la musique de James Horner, elle fait le taf. C'est vraiment ouf. Je trouve qu'il y a une ambiance. Alors oui. Je suis d'accord avec vous pour les 2-3 du fond là, que j'entends dire oui mais il n'y a pas de scénario, tout ça. Oui, le scénario il est basique, mais en même temps les 3/4 des films à divertissement c'est des scénarios basiques. Je veux dire, si vous prenez tous les gros blockbusters qui cartonnent, c'est pas des scénarios qui cherchent, qui sont très... Puis James Cameron, ça n'a jamais été non plus le plus grand des scénaristes. Alors après, on peut avec les Terminator se dire qu'il y a un scénario qui est un peu plus travaillé, avec ces histoires de temporalité et compagnie. Mais là, sur Avatar, je pense que le but... Titanic et Abyss, ça après, c'est pas non plus les plus grands scénarios de tous les temps. Titanic, c'est Roméo et Juliette sur un bateau, mec. C'est ça, mais après il y a le côté un peu historique qui fait qu'il y a adaptation potentielle d'un fait réel.
un peu romancé, mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Avatar, déjà de base, la copie n'était pas de nous en mettre plein la vue en termes d'écriture. Il veut nous en mettre plein la vue au niveau production design, au niveau esthétique du film. Et ça, on en a pour notre argent. Oui, c'est les cow-boys c'est les cow-boys et les Indiens. Oui, c'est Pocahontas. Et grosso modo, c'est très basique. Enfin, j'entendais souvent la réaction qui revenait. Ça tient sur un timbre-poste. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en branle en fait? Moi, je viens voir un film pour prendre du plaisir. Je suis pas là pour essayer de faire une thèse sur. C'est du ressenti. Vous verrez que, encore une fois, c'est que du ressenti. Moi, j'avais aimé Avatar à l'époque parce que la proposition qui me donnait m'a plu. J'ai kiffé mon moment. J'ai adoré les scènes d'action que j'ai trouvées épiques. Et j'ai tout aimé. Enfin, franchement, à le revoir. Mais justement, en vrai, cool. La simplicité, c'est cool aussi. Bah ouais. On n'a pas toujours besoin d'avoir un truc qui est. Ouais, voilà, un scénario. pas besoin de regarder un Inception à chaque fois qu'on mate un film, quoi. C'est ça. Et on l'a vu. Et on a vu d'ailleurs l'écueil de faire ça, c'est que d'ailleurs, avec son dernier film là, Tenet, parce que tu parles de. Oui. Ça a été compliqué, quoi. Moi, je l'ai pas vu, j'ose pas trop le voir parce que. Ah bon? J'ai eu pas mal de retours où il disait qu'il a été un peu trop loin dans le côté un peu tiré par les cheveux, quoi. Moi, après, je suis très client, mais bon, moi, je suis très bon public aussi. Hein. J'aime autant me péter le cerveau sur Internet que poser mon cerveau devant Avatar, quoi, hein, vraiment. Ouais. Et bien écoute, si tu veux bien, on passe aux deux. On va donner notre avis. Alors, comment on va découper la chose? On va vous donner notre avis général, sans spoil. Et puis après, on va vous mettre un petit warning, on va vous le dire, on va spoiler, puisqu'on va justement rentrer un peu plus dans le détail de ce qui nous a plu, pas plu. Et pour ça, on aura besoin d'étayer en donnant 2-3 exemples de scènes et compagnie. Et ça, pour le coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, au moment du warning, coupez le podcast, allez voir le film et revenez nous voir. Mais bon, vu le carton que ça fait en termes d'entrée, il y a de fortes chances que si vous nous écoutez, vous l'ayez vu, je pense. Hein. À mon avis, on est plus sur des gens... les gens qui ne l'ont pas vu, à mon avis, seront plutôt minoritaires. Donc, on est toujours au niveau du réalisation. Donc, c'est toujours James Cameron. On a changé de compositeur. C'est plus James Horner. On est passé avec Simon Franglen. Je connais pas, honnêtement. Il a repris les travaux de James Horner. Ouais. En fait, on n'est pas du tout, ce que j'allais dire, on n'est pas du tout déphasé par rapport au premier. Moi, je trouve qu'on retrouve vraiment toute l'ambiance du premier volet. Au niveau acteur, on reprend les mêmes et on recommence, hein, avec quelques petites nouveautés. On retrouve Sam Worthington, qui, mis à part Avatar, il a fait quoi entre Avatar 1 et Avatar 2 ? Il a fait un Terminator, et puis c'est tout. Si, et il a fait pas l'attaque des Titans. Si, je crois que c'est comme ça. Clash of Titans. Ouais, c'est ça. Mais ça a été le choc des Titans. Mais pour reprendre. Le choc des Titans, voilà. Mais enfin, entre ça, il a rien fait de très marquant en termes de blockbuster, tu vois. Enfin, c'est assez pauvre, hein, sa carrière à Sam Worthington. Il a fait quelques. Je sais que moi j'ai vu de lui sur Netflix, j'avais vu Dos au mur, mais c'est pareil, ça remonte il y a pratiquement 10 ans. Et... Je sais pas, moi je trouve que c'est pas un mauvais acteur. Alors non, c'est pas ce que je dis, hein, mais c'est pas un mauvais acteur, mais il a eu une carrière. Alors si on le compare à Zoé Saldana, qui a eu une carrière un peu plus, qui a une grosse carrière pour le coup. Tu vois, je regarde un peu sa filmo. J'ai vu La Fracture avec lui aussi, qui est très bien, enfin qui est pas mal. C'est pas un excellent film, mais c'est un bon film, quoi. Mais ça a été assez pauvre, faut se le dire. Hein. Et je pense qu'il était content que Cameron l'appelle pour tourner la suite d'Avatar 2, qui va peut-être lui permettre de renflouer les caisses, quoi. Oui, de toute façon, il a signé pour en tout 5 films avec le premier, donc. Ouais, c'est ça. Après, il y aura forcément, il y a 3, 4, non 5, c'est ça, 2, 3. Je sais plus ce qui est prévu exactement. Mais 4, il y en a 4 qui sont prévus après le 1. Donc du coup, il y a Avatar 2, 3 et 4. C'est ça. Et 5, je crois. Ouais, c'est exactement ça. Je crois que c'est une trilogie qui est prévue derrière. C'est une trilogie qu'ils ont prévue, je crois, il me semble, plutôt. Ah, c'est vrai qu'il a joué dans Tu ne tueras point, Sam Worthington. Ouais. Bon, il n'a pas non plus un énorme rôle, mais Tu ne tueras point, un sacré film aussi. Ouais. On retrouve Zoé Saldana, que moi j'aime beaucoup cette actrice. Elle apporte vraiment quelque chose. Même si on y reviendra,
elle est pas super mise en valeur dans ce film. Pour moi, c'est une des faiblesses du film, mais on en reparlera. Parce que je trouve que l'accent dans ce volet-là, on en discutera, Je suis pas trop d'accord. n'est pas trop mis sur les parents. Donc même Sam Worthington et Zoé Saldana, je trouve qu'ils apportent pas quelque chose de très constructif. Heureusement qu'il y a les enfants qui apportent un peu de fraîcheur, mais ça on se le garde pour après, on va en parler justement. Zoé Saldana, bon, vous la connaissez tous parce que c'est Gamora hein, dans Colombiana. Colombiana, mais c'est surtout Gamora chez les Marvel. Hein. Et Colombiana, moi j'ai beaucoup aimé ce film, vraiment, j'ai trouvé ça très C'est très le cool. film qu'il a révélé. Ok, Donc, c'était avant Avatar, Colombiana? Je crois. C'était pas, Oui. c'était pas plutôt après? Non, si je dis pas de bêtises, Ah, si, 2011, elle a mec. été révélée. 2011. Ah ouais, Ouais, c'est 2011, c'est après Avatar. C'est d'accord, après ok. Avatar. Mais après, on l'a vu elle a fait énormément de franchises. Hein. Donc, elle a fait les Gardiens de la Galaxie, elle était dans les Avengers, elle a fait les Star Trek. Elle était dans les Star Trek. Elle a en fait, Oui, en oui, même oui, temps, c'est vrai, en même c'est temps vrai. que le Avatar. C'est la meuf de Spock. Et c'est ça, C'est la meuf de Spock. en même temps qu'Avatar, il y avait le Star Trek de Abrams qui sortait la même année. Et moi, je l'avais trouvé déjà très bien dans cette trilogie-là, parce qu'il y en a que 3 hein, pour l'instant. J'ai moins aimé le dernier. J'ai bien aimé le deuxième avec Doctor Strange. J'ai oublié le nom de l'acteur. Tu vas m'aider. Celui qui. Benedict. Ouais, Benedict Cumberbatch. Il joue le méchant en fait dans le Star Trek 2 pour ceux qui l'ont pas vu. Oui. Spoil. Oui. mais ouais, Zoé Saldana, j'aime beaucoup sa carrière et j'aime beaucoup cette actrice. Ah ouais, en fait, c'est vrai que putain, en 2009, elle a fait une sacrée année puisqu'elle Ouais. a le reboot de Star Trek et Avatar, quoi. Donc, wow. Exactement, c'est assez fou. On retrouve Sigourney Weaver. Est-ce que tu aimes Sigourney Weaver? Est-ce qu'on a besoin de présenter Sigourney Weaver? Je pense pas. Non, je pense pas qu'on ait besoin de présenter Sigourney Weaver. Moi, j'adore cette actrice. Enfin, c'est vraiment l'incarnation de la science-fiction. Hein. Enfin, c'est pour moi. Oui. Enfin, c'est Alien. Enfin voilà, j'en passe. Hein. C'est Mais du coup, grande parce que actrice. moi j'ai des questions, j'ai une question là-dessus, mais Vas-y. c'est peut-être non, mais c'est peut-être spoil du coup. Je sais pas si je peux la poser. Sur son rôle, il est connu. Hein. Tu peux le dire. Hein. C'est connu. Hein. C'est acté. Hein. Ah oui, C'est donc dans c'est elle qui. On est d'accord. C'est bien elle qui joue Kiri, quoi. C'est exactement ça, ouais. Une des filles de Jack. Une des filles de Jack, ouais. On va rappeler on va faire le synopsis. Hein. Une fois qu'on aura fait les acteurs, on va rapidement dire le propos du film, parce que grosso modo, c'est ce que vous trouvez quand vous lisez la fiche du film. On retrouve Stephen Lang. Alors, on va garder pour l'instant un peu secret son rôle, parce que pour le coup, c'est un petit spoil pour ceux qui l'ont pas vu, parce que moi, pour le coup, je savais pas du tout comment il intervenait, enfin, comment il venait. Est-ce que c'était un flashback? Est-ce que c'était un caméo? De quelle manière? Donc ça, on l'apprend assez vite dans le film, mais je sais même pas si c'est teasé dans le... Ça doit être. Je sais même pas si c'est expliqué dans le synopsis. Non, c'est pas. Il y a pas dans le teaser ni dans le synopsis. C'est ça. Je savais Donc pas. c'est un peu gardé. Ils ont gardé la surprise. Exactement. Et donc Stephen Lang, pareil, jolie petite carrière. Il a fait des. Tu sais, il a fait un film sur Netflix là où il joue un malentendant ou peut-être un muet. Il est Don't Breathe. Je sais pas si tu l'as vu ce film. Ah oui, Don't Breathe, ouais. Qu'on trouve notamment sur comment ça s'appelle sur Netflix. Je crois que c'est toujours sur Netflix d'ailleurs. Mais pareil, c'est quelqu'un qui a une jolie petite carrière aussi. Et après, pareil, on reparlera un petit peu de son rôle dans le film, de ce que t'en as pensé. Moi, je suis un petit peu partagé. Mais bon, bref. Et on termine parce que ça sera aussi un gros clin d'œil qu'on a dans le film. Il y a Kate Winslet aussi dans le film. Clin d'œil. Ouais. Voilà. Kate Winslet et Cliff Curtis aussi, on n'en parle pas, mais. Oui. Parce qu'on le connaît. Enfin, de nom comme ça, ça va peut-être pas vous parler, mais il joue il a joué dans Les Éternels de Marvel, par exemple. Cliff Curtis, et c'est un peu l'acteur typé indien. Ouais, c'est ça. D'Hollywood, quoi. Je crois qu'il a joué aussi dans Fear the Walking Dead dans la saison 1, c'est le père de famille. Voilà. Ouais, c'est un acteur montant, c'est un acteur Curtis. qui a pris pour son rôle justement dans Les Éternels, qui a pris une grosse masse musculaire. Justement, il montrait les photos de sa transformation physique. C'était plutôt. Attends, je le vois pas dans Les Éternels là. Je vois pas Les Éternels dans son. Alors peut-être que je me trompe. Tu confonds peut-être, non? On confond peut-être pas? Alors peut-être qu'on confond. Ah oui, peut-être que je confonds. Alors peut-être que je dis des bêtises.
C'est possible. Mais en fait, j'ai déjà vu cet acteur. Mais je savais Non, pas que non, c'était lui qui jouait. Donc, il joue. Tu confonds avec un Ouais, autre. je confonds. Ouais, tu confonds avec. Oui, mais- je confonds avec un autre, pardon. oui, Ah oui, non, lui, il est néo-zélandais. Oh, pardon. Oh là là, la bavure. la La bavure. bavure, la bavure de Valou. Non, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait en eau trouble? Bah, il a fait en eau trouble, ouais. Attends, En eau trouble, tu sais, c'est The Meg, Ouais. avec comment ça s'appelle, avec Oui, l'espèce du gros requin, là. Il joue un des Ouais, scientifiques. ouais, ouais. Mais enfin, il joue dans l'équipe dans Jason Statham. Et il est prévu dans Il la a joué il est prévu dans la suite. Colombiana aussi avec. Ouais. Bon, il a fait quand même quelques films et tout, mais c'est quand même des rôles secondaires hein, à chaque fois. Donc c'est- mais en fait, il est connu. Je pense que si vous voyez sa tête, ça va vous parler. Oui. Vous l'avez déjà vu, clairement. Donc je notamment confonds, pour, je confonds aussi parce que la transformation musculaire c'est pas lui, c'était le même parce que tu m'as induit en erreur. C'est le même acteur aussi qui justement est dans Les Éternels. Mais bref, C'est- Oui, oui, oui. Ah, il en fallait une, on l'a faite. Hein. Ouais, désolé, On l'assume- la bavure. on hein, l'assume publiquement. pour une fois que c'est moi qui l'a fait, putain. Ouais. Et moi je Merde, plonge alors. dedans aussi, hein, donc en vrai on est deux hein, dans cette histoire. Ah voilà, c'est parce que l'acteur c'est Kumail Nanjiani, et il se ressemble un petit peu, Ouais. l'acteur dont on C'est parle. vrai. Il y a un petit air qui est d'origine pakistanaise. Voilà, désolé. Bref, pardon, on reprend le sujet. Non, mais alors vas-y, est-ce que tu te sens de pitcher Avatar? Parce que c'est Ouais, je peux c'est essayer. plus frais pour Je toi. peux essayer. Ah, vas-y. Donc en gros Avatar 2 se situe donc après le premier volet donc on a au tout début du film, hein, c'est pas spoilé, mais en gros on a une scène d'introduction qui montre le temps passé auprès de Jack Sur Pandora, et Neytiri sur Pandora. Donc on les voit en fait créer une famille, hein, tout simplement, à vivre leur vie auprès des Omaticaya, le peuple de Neytiri, avoir des enfants. On nous explique donc qu'ils ont créé une famille et que Jack est donc le chef, et donc Olowektan, le chef de la tribu Omaticaya. Et sans trop spoiler, donc le scénario, les humains reviennent sur Pandora, puisqu'après avoir été bannis, l'armée, entre guillemets, mercenaire, a été bannie en fait à la fin du premier volet, et ils reviennent pour une raison X, que je vous laisserai découvrir dans le film. Ils reviennent sur Pandora, et donc Jack et Neytiri vont devoir fuir et se réfugier auprès d'une tribu qui vit loin dans Pandora, enfin plus loin que là où ils habitent, au bord de l'eau, la tribu des récifs, les Metkaina, et donc on va voir Jake et Neytiri et leurs enfants, surtout leurs enfants, vivre là-bas et essayer de fuir à la menace humaine C'est ça. qui revient. Alors, on peut dire Voilà. qu'ils ont fait partie, ils ont réussi à vaincre entre guillemets le peuple oppresseur, mais il faut voir aussi que pendant des années, ils ont quand même cohabité, hein, parce que là, il y a une menace qui revient, Oui, il y a une partie des humains qui est restée, qui a sont développé, restés, parce qu'ils ben, ils ont une base, tu le vois en fait, ils ont une base beaucoup plus importante dans ce volume-là. Ils ont presque même une ville établie qui s'est faite au fil des années. Et en fait, là, ce que tu expliques, c'est qu'il y a une nouvelle menace qui revient sur Terre, dont on va expliquer un peu plus tard dans la partie spoil, qui fait que ça va relancer l'intrigue et relancer tout le cheminement du C'est ça. 2. Oui, voilà. En fait, il y a la partie militaire des humains a été bannie, et ceux qui étaient friendly avec le peuple Omaticaya, donc les chercheurs, par exemple Norman, un des chercheurs qu'on a dans le premier, qui est aussi là dans le deuxième, est resté avec son compagnon, avec son compatriote, pour mener les recherches, et plein d'autres humains. Voilà. En fait, ceux qui n'étaient pas, qui étaient inoffensifs pour Pandora et pour les peuples de Pandora, et qui cherchaient à vivre en harmonie, sont restés. Voilà. C'est ça. Et les autres reviennent. Et oui, they're back. Is back. Bon, qu'est-ce que tu as pensé allez, avis à chaud, du coup, on va commencer pour notre avis non spoil. Qu'est-ce que tu as pensé globalement donc, de Avatar, la voix de l'eau? Moi, j'ai passé un très très bon moment. Déjà, forcément, un peu d'attente à l'idée de
tu sais, de revoir Avatar, de voir Avatar au ciné Complètement. déjà pour la première fois entre guillemets pour moi, et puis surtout de découvrir, parce que moi j'ai vraiment été matrixé par l'univers de Cameron. Enfin, à chaque fois je suis bluffé parce que ça paraît tellement réaliste, ce qu'il a imaginé. Enfin, moi je me dis que Pandora c'est à 4 années-lumière de la Terre, c'est pas si loin. Si, c'est énorme. C'est énorme. Je me dis merde, ça existe quoi. Le mec est vraiment très fort pour pour créer cet environnement, ce lieu. Il y a beaucoup de cohérence et ça crée beaucoup de réalisme. Et donc moi je suis rentré dedans quoi, clairement. Et donc j'ai passé un super moment. Le film il fait plus de 3h15. Et honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Les gens que je connais, certains qui sont pas trop fans des films trop longs et qui sont pas des énormes fans de cinéma ou quoi, ils m'ont dit qu'ils ont pas vu le temps passer non plus, qu'ils ont passé un très bon moment. Donc je pense que globalement, les gens sont assez contents. Et moi, je suis très content de l'avoir vu. Alors il a des défauts, il a ses On va en beaucoup de parler. faiblesses. On va en parler. Il a beaucoup de qualités aussi. Oui. Donc voilà. Mais moi, ça n'a pas gâché Ton visionnage. mon plaisir de visionnage, ouais. Écoute, je te rejoins. Moi, j'ai passé un excellent moment. J'ai pas vu le temps passer. Je trouve que ce qu'on peut dire sans spoiler, c'est que visuellement, il est dingue. Il est dinguissime. C'est la prouesse technique. Alors, je rappelle, hein, moi, je l'ai vu en 2D, mais déjà en 2D, l'image, elle est d'une beauté. La CGI, elle est hyper bien intégrée. On a Le l'impression. HFR, ça t'a pas posé problème? Pas du tout. Non. Je trouve que l'intégration des effets spéciaux, c'est juste ma boule. Et tout est bien foutu. Les scènes sous l'eau, elles sont ouf. Et quand on sait comment ça a été fait, c'est encore plus ouf. J'aime ce nouveau lore. Tout ce bestiaire là qui est mis en avant est vraiment chouette. Tout ce qui est lié au peuple de l'eau, j'aime beaucoup les espèces de pseudo-baleines. Alors j'ai pas encore retenu tous les noms parce que Les Tulkun. voilà, les Tulkun. J'aime beaucoup tout le lore autour de ça. J'aime beaucoup les relations qu'ils peuvent avoir avec le peuple de l'eau. C'est vraiment chouette. Visuellement, ouais, c'est assez dingue et bravo Cameron pour ça parce que c'est vraiment une prouesse technique. Après, en petite faiblesse, je trouve que je peux dire en non-spoil, c'est que même si j'ai passé un bon moment, je trouve que le scénario est moins palpitant que le premier. Je trouve que, en fait, on avait en fait, déjà, juste à expliquer, c'est que moi, j'ai adoré le premier, et honnêtement, le premier, pour moi, pouvait se suffire à lui-même. Je n'attendais pas forcément de suite. Donc déjà, quand je suis allé voir Avatar 2, j'avais zéro attente, zéro enjeu, donc j'y suis allé complètement neutre. À la différence, par exemple, si je peux prendre un exemple d'un parallèle, puisque j'en discutais avec un pote il n'y a pas longtemps, de Star Wars 8, j'avais beaucoup aimé le 7, et j'avais beaucoup d'attentes sur le 8 de ce qu'il pouvait m'apporter. Donc je suis ressorti de cette séance-là, énervé, parce que j'avais beaucoup trop d'attentes. Avatar 2, j'en attendais rien. Donc si tu veux, quand j'ai vu le film, je l'ai pris comme il était, et j'ai passé un très très bon moment, même s'il y a quelques faiblesses, et je trouve que le scénario, si tu veux, on a moins l'effet de surprise que le premier, donc si tu veux, il y a quelques scènes, si tu veux, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai trouvé ça moins impactant que le premier. Toi, dans le premier, j'ai trouvé la scène quand il arrive à dompter, à apprendre la maîtrise des espèces de machins volants, là, encore une fois, j'ai plus les noms. Zikran. Voilà, mais qui chope après le Turok. Ça, pour le coup, c'est une scène anthologique que je me souviendrai à vie. Il y a quelques scènes un peu similaires dans le 2, avec un de ses fils, je spoil pas. J'ai trouvé ça cool, mais je trouvais ça moins impactant que le premier, parce que c'était un peu une redite, mais on interchange un peu les personnages, mais c'était cool. Il y a le climax dans le 1, que j'ai trouvé ouf. Le climax du 2 est sympa, et assez dingue, mais pareil, C'est vrai qu'il est moins, il est moins impactant que le premier, Toutes ouais. les scènes d'action sont moins impactantes que le premier. Ça reste un très bon spectacle, un très bon divertissement, mais il y a quelque chose, et ça, on va en parler en rentrant vraiment dans le détail après. Et on va se dire, il y a quelques personnages qui m'ont un petit peu agacé. Le personnage de Stephen Lang, le personnage de Spider. Je trouvais que voilà, un peu écrit à la truelle. Mais ça reste, si tu veux, la prouesse technique et le côté, l'onirisme qu'apporte l'univers du peuple de l'eau prend le dessus en fait sur les côtés négatifs, ce qui fait que dans la globalité, j'ai passé un très bon moment. Après, est-ce que le deuxième visionnage, parce qu'il y aura forcément un deuxième visionnage, est-ce que ça va être validé ou pas? J'aurais peut-être un avis plus mesuré, mais ça sera l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, ça vaut le coup, et c'est peut-être le film à voir, mais ça c'est un peu une grosse ficelle que je veux dire. Il faut le voir au cinéma, juste pour le côté technique, ce que peut apporter visuellement le film. Donc voilà. Clairement.
Est-ce qu'on passerait pas maintenant à la partie spoil? On va rentrer un peu dans le détail du truc et puis dire un peu ce qui nous a plu, moins plu dans les différentes scènes. Warning, 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 warning. Attention, on va spoiler. Coupez le podcast maintenant si jamais vous n'avez pas vu le film. Et vas-y, écoute, je te laisse te lancer. Éventuellement commencer peut-être par les choses qui t'ont le plus plu. Et puis après, on terminera par ce qui nous a moins plu, si tu veux. Ça te va? Dans ce sens-là? Ouais, allez, vas-y. pas de problème. Alors, dans ce qui m'a le plus plu, forcément, le lore autour des Metkayina, la tribu de l'eau. J'ai beaucoup aimé. En fait, je trouve que c'est très intelligent ce qu'il a fait. Le fait que les navis de la tribu des récifs aient une couleur de peau différente, Oui. et une queue adaptée à leur milieu parce que ils nagent. Ouais. Ça, c'est cool. Etc. Beaucoup. Enfin, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais vraiment. Ils ont des yeux un peu plus gros. En fait, il a mis en place des choses qui ne sont pas du tout expliquées dans le film, mais qui sont hyper cohérentes en termes, entre guillemets, visuel. Biologiques. Ouais. Il y a un côté très kawaii, je trouve, dans les personnages. Tu sais, ils font très manga. Pour le coup, ça fait un petit rappel à notre podcast. Ouais, parce que ils ont des grands yeux, parce qu'ils ont besoin de, comme les poissons en fait, et tout ça quoi. Je trouve ça très smart. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Les effets spéciaux. Ouais. Alors là, toutes les scènes sur l'eau, elles sont dingues. C'est un chef-d'œuvre d'effets spéciaux. Ouais. On va pas se le cacher. C'est-à-dire que tout semble réaliste, alors que rien n'est en effet réel. C'est un truc de fou quand même, de se dire que le film a été tourné sur des fonds verts ou bleus entre guillemets. En tout cas, c'est bluffant. On a vraiment passé un step par rapport au premier film qui était déjà très réaliste, mais alors là, ça alimente encore plus, en plus de la cohérence dans les décors, tout ça. Le réalisme de l'image fait que vraiment ça apporte quelque chose où on y croit quoi. Ouais. On se dit le mec il était sur Pandora et il a filmé ça en direct. Ouais, ça fait un peu ça. Ça fait presque un peu documentaire. Ouais. Je te rejoins un peu là-dessus. Ouais. Mais grave quoi. Ouais. Moi j'ai pas été gêné par le HFR. Je trouvais que c'est une. Alors, ça a pas rappelle été... quand même pour certains auditeurs, parce qu'on a utilisé ce terme tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est le HFR? Donc c'est HFR, c'est le sigle pour High Frame Rate. Et donc, en gros, un film, le cinéma, historiquement, c'est 24 images par seconde. Et depuis quelques temps, pas si longtemps que ça, mais le premier à l'avoir fait, c'est Peter Jackson sur Le Hobbit. Ils augmentent en fait le nombre d'images par seconde à l'écran, ce qui fait qu'en fait l'œil voit plus d'images, donc l'image paraît plus fluide, parfois un peu moins réaliste en fait, bizarrement, quand on est habitué aux 24 images par seconde. Et donc dans Avatar, on a un variable high frame rate, un variable HFR, et donc ce qui veut dire que certains plans, en fait, en fonction du plan et de l'action, les frame rates vont varier et on va passer de 24 à 48 selon les plans. Ouais, après ça offre les plans où il y a le plus d'action. C'est ça offre un confort de visionnage. Ça offre en fait un confort de visionnage, notamment sur les travelling. Tu sais que c'est pas tout le monde qui dit ça. Alors, je sais ce que tu fais référence, mais notamment, je trouve que le HFR, ça apporte vachement de fluidité dans les travelling. Tu sais, quand il fait du travelling, qui balaye en fait toute une. Oui. Il y a moins cette impression un petit peu peut-être de. Alors, attention, on n'est pas au point de laguer, mais ça offre vraiment un confort de visionnage, de fluidité. Par contre, le revers de la médaille, c'est que le combo 3D, lunettes 3D et HFR, dans certaines scènes sous-marines, apparemment, il y a certaines personnes qui ont eu une sensation un peu nauséeuse, un peu avoir mal de mer. Ouais, c'est ce qu'il y a eu quelques retours là-dessus. Bref, okay. Bon, ça donne tellement un... Moi perso, ça m'a vraiment pas dérangé. Non, moi non plus. Et pourtant, on passe quand même 3h15 devant le film. Ouais, donc, il aurait eu le temps de nous faire chier, le HFR. Mais après, il y a des gens qui sont complètement anti cette technologie-là. Malheureusement, pour eux, c'est une technologie qui va
arriver de plus en plus et qui va être démocratisé à l'image de la 3D. Alors toi tu penses que la 3D c'est gadget, bah, dis-toi que le HFR on va le voir partout maintenant. Non, mais ça me dérange pas parce qu'aujourd'hui, ça apporte vraiment de la beauté dans l'image et dans la beauté de l'enchaînement des images. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Après moi, c'est subjectif, hein, c'est vraiment la 3D, moi, je la voudrais. Typiquement, je pense qu'on a des auditeurs qui seront pas du tout d'accord avec. C'est ça. Après, la 3D, moi, je la voudrais plutôt native. Tu vois, on n'a pas besoin de lunettes pour avoir une profondeur de champ sur une image, tu vois. Mais ça, techniquement, c'est compliqué. On est d'accord. Mais honnêtement, moi, je l'ai vu en 2D et j'en ai quand même pris plein la gueule, quoi, tu vois. Donc, c'est aussi ce truc-là, quoi. Non, après, en point positif, moi, j'ai bien aimé, contrairement à toi, pour moi, c'est pas une faiblesse, le traitement de Neytiri, donc la femme de Jake. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, elle est un petit peu plus en retrait. Comme Worthington, hein, comme Sully. Oui, mais tu vois, je trouve que Jack est plus faible, entre guillemets, dans le traitement que Neytiri, parce que Jack, au final, en fait, il a un raisonnement un peu très simplé et un peu bête. C'est pas le père de l'année. Hein. Oui, voilà. En fait, déjà, il fait de ses enfants une escouade militaire, quoi. Il fait des différences. Donc en termes d'éducation, c'est pas ouf. En tant que papa, faire des différences entre l'aîné et son fils et son cadet, un peu moyen. Enfin, tu vois. Enfin, il lui fait porter un poids de la culpabilité qui est un peu moyen dans le raisonnement. Il y en a beaucoup. Hein, alors, est-ce que Cameron essaie de nous faire passer un message de personnel qu'il aurait peut-être vécu étant plus jeune que, je sais pas, parce que c'est quand même c'est une grosse ficelle quand même. Je suis pas certain. Non, je suis pas certain parce que c'est quand même des vecteurs assez communs. Le fait que l'aîné soit responsable des erreurs du plus jeune, du cadet, c'est souvent comme ça. Hein, donc, malgré tout, ça reste, je pense, des vecteurs communs. Non, je pense pas qu'il y ait un message particulier par rapport à ça. Mais c'est plus le traitement de Jack est un peu plus faible qu'à l'habituel. Enfin, que ce qu'on a vu dans le premier où c'était lui le personnage principal. Là, je sais pas si c'est vraiment lui en fait le personnage principal du film, tu vois. Non, et honnêtement, je te dis, je le vois mourir au prochain épisode. Honnêtement, Avatar 3, il fait mourir le personnage de Worthington, je pense, parce qu'il aura. Ouais, je pense aussi, ou alors peut-être dans le 4. Mais oui, je pense que en fait, les parents, donc Jake et Neytiri, vont très certainement mourir dans les prochains épisodes pour laisser place aux enfants qui sont donc Kiri et Loak, qui sont, je pense, les personnages principaux. Hein, même si, je vais te dire un truc, a priori, donc j'ai vu une déclaration de Cameron là, récemment là, qui disait qu'il avait quasiment tout bouclé en fait les films, c'est pour ça qu'il a pris autant de temps pour éviter ce qu'il appelle l'effet, il l'a dit, hein, il adore cette série là, mais pour éviter l'effet Stranger Things, pour éviter d'avoir des personnages qui sont trop vieillissants, ce qui est quelque part un peu con. Parce que c'est quelqu'un qui utilise la CGI et pour autant il fait jouer un personnage de 14 ans à Sigourney Weaver et on voit même pas que c'est Sigourney Weaver dans le truc, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Ouais, mais je sais pas si t'as remarqué. C'est surtout pour Spider, je pense, à mon avis. Ouais, déjà surtout pour Spider et puis en fait je sais pas si t'as remarqué, mais je trouve que le personnage de Kiri, sa motion capture, elle est moins alors c'est très léger, mais je la trouve moins propre que Loak ou Neteyam. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit côté pas de flou, mais je vois ce que tu dis. Il y a un côté définition pas finie, quoi. Princesse Leia dans Star Wars, tu vois. Ouais. Mais ils ont fait du de-aging sur un truc d'effets spéciaux, ça fait un peu chelou, c'est vrai. C'est un peu bizarre. En fait, mais en même temps, c'est aussi ça peut aussi être expliqué par le fait que c'est un enfant né d'un avatar, etc. D'ailleurs, c'est toujours pas expliqué, mais ça sera expliqué dans les prochains, comme son rapport avec moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son personnage, parce que avec Eywa. C'est un point positif. Elle a un rapport spécial avec Eywa, elle a un rapport spécial avec le peuple de l'eau aussi, mais on sait pas pourquoi. Tu vois, il y a plein de choses qui sont pas expliquées. Alors, est-ce qu'elle serait avec le peuple de l'eau. Tu sais, elle est en contact avec tous les animaux de la mer, en fait. Moi, je pense qu'elle est juste très proche de Eywa, en fait. Alors ça c'est pas expliqué. De manière générale. L'explication que j'ai, c'est que comment elle s'appelle, donc le personnage de Sigourney Weaver qui s'appelait comment elle s'appelait déjà? J'ai perdu son prénom. C'est pas Jane. Merde.
Grace, Si, voilà, ouais, c'est ça, le docteur Grace. Grace. Qui a été offert à Ewa. Donc peut-être que comme elle a été récupérée, toi c'est un truc un peu... Bon, il y a des trucs très tirés par les cheveux de comment on arrive à... Oui. Mais c'est très mystique. Ouais. Bah, elle c'est justement le personnage le plus mystique du film, Ouais. parce que justement elle a cette proximité avec Eywa, la nature, et on sait la puissance de Eywa Dans Avatar. dans l'écosystème C'est ça. Pandora. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, Et donc, c'est le côté, donc, le lien qu'ont les liens des enfants. Moi, je trouve que les enfants apportent vraiment... J'avais peur, moi, de cet apport des enfants qui viennent un peu baisser le niveau. Au contraire, moi, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Les deux frères, ils sont complètement différents dans les caractères. Ils apportent vraiment quelque chose au récit. Et je trouve que le cadet, c'est cette relation un peu secrète qu'il a au début avec justement les espèces de baleines et l'espèce de Tulkun, le paria, avec, là, Payakan. voilà, le Payakan qui est le paria. J'aime beaucoup cette relation qu'il y a, et j'aime beaucoup aussi le côté, la thématique du braconnage qui est mis en avant, où justement ils chassent en fait ces baleines là pour récupérer juste une partie de leur cerveau qui va leur servir en fait de traitement pour ne plus vieillir, et au final Gros message. et ils jettent la carcasse après. Bon, il y a un gros message écologique, mais je trouve que c'est plutôt intéressant ce bail, on va dire, dans l'histoire. Ouais, il y a des gens qui se plaignent un peu de ça en disant ok, bon, le message est clair, merci James Cameron. Ouais, mais c'est pas lourd. Moi, j'ai pas trouvé ça lourd en vrai. Hein. Non, moi j'ai trouvé ça intéressant. En fait, c'est, moi je l'ai compris comment. J'ai lu des échos et j'ai regardé des vidéos de mecs qui faisaient des critiques justement d'Avatar et qui disaient alors là on nous dit que maintenant le truc du cerveau de la baleine c'est la mine d'or, ça vaut 80 millions les 10 millilitres, et c'est ce qui fait tourner toute l'entreprise de Pandora. Moi, je l'ai pas compris comme ça. Je l'ai plus compris comme, en fait, les humains, ils ont colonisé Pandora, mais de manière globale. Ouais, c'est fait. Hein, et donc, forcément, quand on l'a vu dans le premier film, ils cherchaient à extraire le minerai l'unobtainium de la Terre, et il y a très certainement des colonies humaines qui sont faites aux abords de l'eau, et c'est le cas, et qui cherchent à s'approprier les denrées et les richesses que peuvent apporter la mer sur Pandora. Moi, je trouve ça assez cohérent, en fait, au final. Ouais, il y a plein de choses qui sont pas répondues, en fait, mais moi, je l'ai vraiment pris comme... Il y a plein de choses, ils ont pas répondu sur ça, ou on ne sait pas sur ça. Mais en fait, c'est simplement que c'est un premier épisode d'une trilogie, d'une nouvelle trilogie qui est mise en place, et que il va tout mettre dedans. Là, en fait, moi, pour ça que j'ai un avis. Alors, j'ai échangé avec un collègue qui a détesté le film parce que il m'a sorti tous les trucs qu'il a pas aimé dedans. Je lui ai dit oui, ok, mais bon, ça on l'avait déjà un peu dans le premier. C'est un peu les problèmes du premier qu'on retrouve dans le deuxième, qui est que il y a une certaine faiblesse scénaristique qui est pour moi plus ou moins assumée par Cameron. Même si on verra, il y a 2-3 trucs moi qui m'ont un peu gêné dans l'écriture. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, là, il nous pose un univers. Donc en fait, on est les observateurs de ce nouvel univers qui est mis en place. Et on va en savoir un peu plus après. Parce qu'il a fait une trilogie. Donc on est en découverte. C'est ça, là, on n'a pas le choix en fait. Et je crois que dans le 3, on découvrira encore. Il y aura encore plus ou moins la même mécanique, puisque Cameron a annoncé qu'on rencontrerait le People of Ashes, le peuple des cendres. Oui. Donc potentiellement Avatar 3, la voix du feu. C'est ça. Pourquoi pas. Oui, ça va être ça. Mais voilà. Et une partie sombre du coup du peuple Na'vi. Ouais, ça va être le 4, je pense que ça va être le côté... Non, c'est le 3, c'est dans le 3. C'est dans le 3 justement. D'accord. C'est ce qu'il aurait déclaré. Okay. Après... Et après, moi, dans les trucs que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le climax du film, qui est donc la fameuse scène avec le bateau des braconneurs, où il y a la petite guéguerre qui se met en place, il y a l'intervention du paria, là, du Pakun, là, qui vient pour défoncer. Et ça, j'ai trouvé ça. Du Tulkun. Ouais, le Tulkun. Je vais pas y arriver avec les noms, je vous le dis tout de suite. Je compte sur toi là-dessus. Ouais, comme d'hab, on te connaît. Ouais, grosse baleine, voilà, c'est juste comme ça que je fais la fête tout le long. Mais j'ai trouvé qu'alors, même comme je reviens au début, même si elle est moins impactante que les premières scènes du premier, qui est le climax du premier, qui est avec la revanche de la nature, où t'as tout le monde qui intervient, je trouvais ça, c'était ouf dans le premier. Je trouvais que c'était un peu moins fort dans le deuxième, parce que on a l'impression qu'ils sont moins nombreux déjà à se rebeller contre les humains. C'est qu'une petite milice qui part affronter ce gros bateau qui braconne les Tulkun.
Et j'ai trouvé cette scène quand même malgré tout très cool, vraiment bien. J'ai trouvé que ça t'en prend plein les yeux, visuellement c'est assez dingue, et puis voilà. Mais après, tu vois, si on reprend le personnage de Neytiri, C'est beaucoup moins épique. Hein, mais ce que je te dis, c'est beaucoup moins épique. Et quand Neytiri, elle intervient, bah, elle fait tout le temps la même scène, c'est-à-dire elle monte sur son machin volant, elle tire une flèche, elle le met en plein cœur du mec qui pilote l'hélicoptère, et boum, l'hélicoptère se crache. Et ça, on l'a vu déjà 50 fois dans le premier, et elle nous refait exactement la même chose. Elle ne sert qu'à ça, en fait, dans le 2, quoi. C'est ça que je trouve qui est un peu... Oh non, oh là là. Attends, le mode Berserker, il est cool quand même. Non, je peux pas te laisser Le mode dire ça, je suis Berserker, pas d'accord, qu'est-ce que s'appelle le mode Berserker? Mais à la mort de Neteyam, Oui. elle passe dans une Ah non, mais espèce là, de folie, là, elle est cool, cette scène. d'hystérie Ah oui, mais vengeresse. elle est cool, cette scène. Waouh. Oui, non, là, Tu vois, là, je te parle de la scène où il y a les hélicoptères qui arrivent sur la scène oui, du bateau. oui, bah, elle le fait au début du film et elle le fait à la fin. Ah Bon, oui, non, ok. mais Moi, ça m'a pas dérangé. Ça, je vais y parce venir. que c'est quoi mec, c'est 5 secondes dans le Non, film. mais je sais. Sur un film de 3 heures. Oui, oui. Mais pour moi, c'est de l'ordre même faut arrêter les du clin conneries. d'œil, je pense, pourquoi il fait ça. Mais Non, c'est surtout que en fait c'est logique. En vrai, enfin, comment tu veux détruire, enfin, l'oiseau, enfin l'icrane, l'espèce de la banshee, elle va pas venir dégommer non. le truc, quoi, Bien tu sûr. vois. Toruk pouvait le faire, mais pas les. Ouais, alors, petits- je suis les déçu petits de icranes. pas avoir revu Turuk. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la partie Quaritch en mode Avatar qui apprend à dompter un Ikran. En fait, Quaritch fait ce que Jake a fait dans le premier. Ouais. Quaritch le fait dans le 2, du coup. Mm. Et ça m'a un peu Ah dérangé. oui. Bah, de toute façon, Euh, alors, bon, vas-y, on va se lancer dans les trucs qui nous ont moins plu parce que là, tu me tends la perche. La raison de faire revenir complètement tiré par les cheveux donc du personnage de Stephen Lang, donc Quaritch, il revient en Avatar. On lui a mis dans son cerveau, on lui a implémenté les souvenirs du colonel. avant qu'il parte à la Voilà. à la Et mort. et son seul leitmotiv pendant tout le film, c'est de faire la peau à Jake Sully. Et ce n'est que Ouais. ça. Mais c'est complètement con. Enfin, faut se le dire, c'est complètement con. Il ne vit que pour ça. Oui. Il n'a aucune forme de remise en question. Voilà, un petit peu à la fin, on peut espérer qu'il se remette en question. Mais en fait, pas du tout. Il est débile, son personnage, on peut se le dire. Il est déjà débile dans le premier. Mais là, je trouve que c'est débile fois 1000, quoi. Et... Ah bah c'est le bon méchant américain, quoi. Ouais, mais c'est... pur ça jus. manque de finesse, je trouve. C'est vu et revu. Ah oui, Ça oui, manque de clairement, finesse. clairement. Et tout ça, ça Clairement. conditionne la motivation, et c'est ça qui m'a un peu gêné, du départ, justement, de la famille Sully, de se dire, on va partir, parce que si on reste là, ils en ont après nous, ils en ont après moi, donc on va partir, et on va vous laisser. Ben, c'est pas logique, quoi, en fait. Ils avaient carrément la capacité Non, de se défendre en étant là où ils ont, parce qu'ils sont justement en position de force, et ils le disent à plusieurs reprises que de rechercher les navis dans ces espèces de pierres flottantes là, qui fait que ça brouille complètement le système de navigation, ils sont en supériorité. Et lui, il part du principe, bon, on va se barrer, hein, on se barre, je vous demande pas votre avis, on se casse, on laisse tout ce qu'on avait vu dans le premier, on l'oublie, et on va essayer de voir. Alors, je comprends la volonté de Cameron de nous faire découvrir un nouvel univers, mais il aurait pu mieux écrire ce passage de transition, de se dire on va aller découvrir le peuple de l'eau. En fait, c'est très mal C'est avec fait. les sabots, quoi. C'est parce que non, c'est un peu expliqué sous la forme de ok, en fait, Jake, il a compris maintenant qu'il est père de famille, il a compris que parce que dans le 1, si on avait pris le Jake du 1, ben, il serait allé au fight avec les Omaticaya et puis en fait, on aurait eu Avatar 1 bis. Voilà, il Oui, aurait non, mais je cherché dis pas le contraire. à attaquer. Ah ouais. Donc, en gros, la volonté de Cameron dans cet épisode, c'est de dire que, ok, Jack a évolué et il n'est plus, il ne cherche plus à la violence entre guillemets et résoudre les problèmes par la violence, mais il préfère donc fuir et protéger sa famille que aller au combat avec ses gosses et risquer leur mort et risquer sa propre mort aussi. Oui. Mais au final, voilà. il finit par reprendre les armes, quoi. Mais oui, c'est pour ça que c'est débile. C'est débile, mais Il manque de cohérence scénaristique de Alors, fou là-dessus. on bien sûr. peut se dire oui, ok, c'est un prétexte pour se dire ok, on va voir le peuple de l'eau.
Mais bon, il aurait pu avoir un petit peu plus de finesse. Mais surtout que quand il arrive dans le peuple de l'eau, il dit ouais, on vient pour se cacher, vous en faites pas, il y aura pas de Il n'y problème. aura pas de Mais bien sûr problème. qu'il y aura Et des par contre, problèmes. il fait venir, Ils vont venir te chercher, mec, il fait officiel. venir l'hélico du copain, qui est forcément détecté par les gens, et forcément, bah, ils sont repérés, et ça fout le bordel. Oh, non mais sérieux. Oui, mais en même temps, sa fille était en train de mourir, donc. Oui. Mais au final, ils n'arrivent pas à la soigner. C'est là où c'est con. Parce qu'en final, l'intervention humaine ne résout pas le problème, et c'est donc le personnage de Kate Winslet qui arrive à sauver le Kiri, quoi. Moi, ça m'a pas dérangé. Ce mec dans la vie, des fois, tu fais des choix et tu crois que c'est le bon choix, et en fait, au Ouais. final, c'est ce qui t'emmène dans la merde, alors que t'étais pas tant dans la merde que ça, C'est quoi. ça. Mais bon. Non, ça m'a pas trop dérangé. Bon, et sinon, qu'est-ce que t'as pensé? Parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur le personnage de Spider. Est-ce qu'on parle de Spider? Ça m'a déçu. En fait, je pense que Spider, je l'ai apprécié sur 80% du film. On est d'accord qu'il est en surjeu, quand même, l'acteur. Il est en roue libre. Oui, l'acteur est un peu en surjeu, mais j'ai pas trouvé qu'il jouait si mal Non, que ça. mais il est en roue libre. Ouais, mais après on lui a demandé aussi. Ah Mec, ouais, James Cameron, c'est un Je réalisateur, sais pas. très très directif et très contrôle fric. Donc je pense que il a joué à la justesse qu'on lui a demandé. Ouais. Ah non, mais il a Cameron, il a pas dit vas-y, il est jeune, fais ta il est life. jeune. quoi. Je crois qu'il a 18 ans au moment du tournage. Ah oui, il est Mais- jeune, il est jeune, mais Mais ce que je veux dire, c'est qu'il je sais pas, il le fait jouer un rôle. Alors déjà, j'aime pas son design, le côté dreadlocks. Bon, après le côté tattoo pour faire genre, je suis un avis, why not. Mais je trouve que le côté dread, tout ça, alors, les dreads, elles y sont parce qu'il va les enlever. Il va passer en mode Military Cup dans les prochains. Alors c'est le futur méchant du film, c'est sûr et certain, parce que je trouve que on voit qu'il a un regard, c'est écrit avec des grosses lignes encore une fois, il a un regard il commence à juger un peu Neytiri, tu sens que, allez, je mets une pièce. Non, il a peur. Ouais, mais il a peur, Il a peur. mais il la regarde, il sait que c'est elle, il y a un passage où il voit que c'est elle qui a tué son père, et comme il commence parce qu'on va le dire en fait, voilà, le spoil c'est que Spider, en fait c'est le fils du colonel. Ça m'a fait chier. Voilà. Ça m'a fait On chier. l'apprend, c'est juste pour le raccrocher en fait à Quaritch. Bon, on sait toujours pas qui est la mère, donc on l'apprendra peut-être à un moment donné. Moi, je te le dis, je mets une pièce, cette écriture là au couteau là, il va avoir une brouille avec les Navy, il va être partagé, mais il va finir par rejoindre son père dans le 2 ou dans le 3, et c'est lui qui va tuer Neytiri. Je le dis ici, là je le mets sur la table, il va finir par la tuer parce que pour moi c'est Sûrement. setup. C'est complètement setup. Il fait le choix à la fin, on le Oui. dit. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film. Il fait De sauver le son choix de père. sauver son père. Il rejoint quand même malgré tout les Navy parce qu'il est encore partagé. Il assume pas complètement d'avoir sauvé son père. Mais on le sait, il va venir et ça sera l'élément qui va venir être un peu le perturbateur parce qu'il les connaît très bien. Et à la fin, il va être un élément qui va se servir pour justement contrer les Navy. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est un peu l'archétype du vilain petit canard. C'est sûr. Qui a pas sa place ni à droite ni à gauche. Oui. Et puis c'est le mythe, Non, c'est le mythe de l'enfant sauvage, quoi. Tu vois, c'est écrit avec des patates. Enfin, Ouais, c'est un peu le mythe de l'enfant sauvage. quand il est quand il se fait attraper, mais pas qu'il est ouf. enfermé là, il est là, on le voit faire, on le voit crier, on le voit sauter. Alors je comprends qu'il a été complètement déconnecté de la civilisation, mais il a quand même été en contact avec des humains. Tu vois ce que je veux dire? Il a été tout le temps en contact avec des humains puisque on voyait que Oui, mais il a grandi avec les les navis. Je navis, suis quoi. d'accord. C'est expliqué au Ouais. début du film qu'il passe le plus clair de son temps avec les enfants Oui, de Jack. c'est pas très fin, quoi. Voilà. Bref, bon. J'ai pas hyper aimé le personnage. Il m'a pas dérangé. Ça a pas été rédhibitoire non plus, parce que sinon je dirais pas que j'ai aimé le Non, film. non. Mais Non, on sait mais où ça va aller. le personnage de Spider est une faiblesse du film et ça le sera dans les prochains. Ouais. Bah, ça va être compliqué à gérer Malheureusement. malheureusement. Je trouve que... À part si s'il nous prend à contre-pied et qu'il en fait quelque chose d'un peu plus c'est possible, hein. C'est intéressant. possible. C'est possible, hein. Il y a encore l'angle des possibles est large encore, hein, Ouais. mais ouais, c'est vrai que moi j'ai été un peu déçu. En fait, le chemin de Spider est un peu bizarre dans le film. Quand tu prends juste son point de vue à lui et son chemin, c'est très bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois il est tellement il est plus Navi que humain, mais malgré tout
ben, il mène, il suffit que Quaritch aille le voir et lui dise ouais ben non mais t'inquiète, tu collabores pas, juste tu nous accompagnes pour qu'il change d'avis et qu'au final ben, lui les mène et lui leur apprend, il leur apprend pas mais les guide vers le sanctuaire des Ikran pour qu'ils puissent apprendre à monter les Ikran, les Banshees. En fait, il sert de guide là où dans le 1, Neytiri servait de guide à Jake, c'est lui qui sert de guide à Quaritch. C'est nul à chier, ça. Ouais, c'est de la Non, merde. c'est nul à chier. Parce qu'en fait, Désolé, si tu c'est veux, de la merde. il y a ce qui était intéressant en fait dans le 1, c'est qu'il y avait tout ce côté un peu. Il présentait en tout cas Sully un petit peu comme le Messie. Tu sais, c'est le mec qui est le mec neutre, mais qui va être L'élu. Voilà. Bah, c'est l'élu. Toruk C'est ça. Makto. Et Toruk donc, en Makto. fait, tu comprends pourquoi on sent qu'il a une connexion avec le peuple de la nature. Tu vois ce que je veux dire ? On sent qu'il a cette connexion avec tous les animaux de la forêt, avec les monstres volants. Et là, bah, en grosso modo, on chie sur tout le lore et toute la mythologie qui a été mis en place dans le premier pour dire que, grosso modo, n'importe quel avatar est capable de monter, d'avoir une monture. Et on oublie le côté sacré, quoi. Et autant, alors, Quaritch, à la limite, on peut comprendre parce qu'il a de la volonté et qu'il chope une monture. Et putain, tous ces acolytes, tous les randoms là, qui sont avec lui, là, où on a l'impression qu'ils sont... Ouais, les qu'ils sont- PNJ. les PNJ qui l'accompagnent, où on a l'impression qu'ils sont morts 10 fois, et en fait, ils sont pas morts. T'as pas eu cette sensation-là, au bout d'un moment, dans la première scène, Ouais, c'est vrai, et on a l'impression que Zoé Saldana, Neytiri, elle en déglingue 3-4. Il y en a 2-3 qui sont morts, là, qui sont 6, hein, normalement, je crois, 5 ou 6, et on retrouve exactement les mêmes dans la scène d'après. Et putain, ils étaient pas morts. C'est le premier truc que je me suis dit. Je dis, mais non, mais attends, ils sont morts. C'est vrai. Et en fait, non, ils sont pas morts. C'est vrai, c'est Et vrai. ils ont tous cette capacité à monter les bestioles. Et je dis, putain, mais non. Ça casse, je trouve, toute la magie du premier, où il y avait un vrai apprentissage. Il y avait une vraie upgrade de se dire, j'arrive à les monter. Et là, En fait, c'est réglé en un claquement de ça doigts. casse. T'as totalement raison. C'est dommage. Ça casse clairement ce qu'il a mis en place dans le premier, toute la partie un peu mystique Bah ouais. et spirituelle de Pandora que Jake a appris avec du temps et beaucoup de difficultés. Faire le lien avec l'Ikran, avec Bah ouais. l'espèce de cheval, etc. Être en connexion avec la nature. Et tout ça, comme tu le dis, c'est chier dessus. En fait, t'as l'impression que, en gros, c'est pour montrer que Quaritch a fait le même chemin que Jake, pardon, pour arriver à le retrouver, quoi, entre guillemets. Donc, du coup, il y a une espèce de parallélisme un peu bizarre mis en place. Mais t'as totalement raison, ça chie sur ce qui a été mis en place dans le premier et que moi, m'a beaucoup plu. J'ai adoré l'aspect spirituel d'Avatar, tu vois, et c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais après, c'est 3h15 de film Non. et il n'y a pas que Mais ça. non, mais il n'y a pas que ça. C'est ce qui fait que le film, moi, je l'ai bien aimé. Mis Et je bout à bout, c'est vrai que. je me suis pas arrêté, merde. mais quand tu prends du recul un minimum et que tu analyses un peu plus le film, il y a 2-3 trucs qui vont pas. En fait, on a la sensation que, alors après, c'était une volonté de Cameron, si on essaie de voir le truc un peu positif, de dire, bah, on annule complètement tout ce qu'on a vu dans le premier parce qu'on va voir un nouveau peuple, et du coup, on oublie le peuple des Na'vi et compagnie, et on se concentre sur ce nouveau peuple de l'eau. Donc, du coup, bah, qui dit ça, bah, dit que grosso modo, les méchants, ils peuvent aussi dompter plus facilement toutes les montures et compagnie du peuple Na'vi. Mais non, ça va pas, quoi. Ça marche pas, quoi. Enfin, ça marche Ouais, pas. Ça va pas, je suis d'accord. Et ouais, et même la fin, un peu déçu aussi en fait, de l'interaction avec le peuple de l'eau, Ouais, il y en a quasiment pas. qui est finalement, elle est c'est très réduit. Ouais, alors est-ce qu'il C'est est-ce qu'il réduit, en garde sous le pied pour le 2 ? C'est ce que je me suis dit. Non. Mais c'est dommage. Non, je pense Parce pas. que Kate parce qu'en fait, Winslet, je pense qu'il on la nous a- voit quasiment pas. Par contre, en fait, il en garde pour le 4, parce qu'en gros, Avatar 2 et Avatar 4 ont été tournés en même temps, et donc Kate Winslet est créditée dans le 2 et le 4, Ah. donc elle sera peut-être pas dans le 3, D'accord. mais elle reviendra dans le 4. Mais je pense que clairement, c'est un film qu'il faudra revoir dans son ensemble, avec 2, 3, 4. Autant le premier, je pense qu'il est vraiment à part,
parce qu'il se conclut et c'est un film complet dans son ensemble. Autant la trilogie qu'il va nous proposer, la 2, 3, 4, il faudra, une fois que tout sera terminé... Mais t'es sûr qu'il y a un 5 ? Moi, j'ai pas vu qu'il y avait un 5. Hein. Ouais, ah ouais certain, Ok. certain. Il faudra voir en fait tous ces films-là dans l'ensemble parce que je pense qu'il va interconnecter les épisodes et faire que tout se relie au final, quoi. Et que toutes les réponses qu'on n'a pas eues dans le premier, on les aura dans le deuxième ou dans le troisième, quatrième, etc. Enfin, genre... moi, j'ai une petite question à te poser. Qu'est-ce que tu as pensé de l'élément, on va dire, tragique un peu dans la famille Sully T'as aimé, t'as pas aimé Qu'est-ce que t'en as pensé de cette conclusion sur l'aîné de la famille ? La mort de Neteyam, en fait, quand j'ai vu la relation qu'il y avait entre Loak et Neteyam, donc l'aîné et le cadet, Neteyam étant l'aîné et Loak le cadet, j'ai compris très vite qu'il allait mourir. Ah, t'avais compris, toi ? Ok. Ouais. Bah ouais, mec. Non, alors moi, honnêtement, j'avais mis une pièce sur honnêtement, hein, dans ce film-là, je me dis, le film ne peut pas se terminer sans qu'il y ait un côté tragique. Et honnêtement, j'avais mis une pièce soit sur Jake Sully ou soit sur Neytiri. Un des deux. Je croyais qu'il y avait un des parents qui allait y passer. Moi, je pensais pas qu'il allait avoir un des enfants. Je me suis fait avoir. Non, Neteyam, je le voyais mourir. Ah, tu sais pourquoi ? Alors, c'est peut-être un peu philosophique ce que je vais dire. Mais en fait, tout le film, déjà, Neteyam, il ramasse pour Loak. Et en fait, tout le film se concentre plus sur Loak, les conneries que fait Loak, entre guillemets, les décisions que prend Loak, oui, entre guillemets. Non, mais il en fait des conneries. Il en fait, mais elles sont bonnes. La première scène qu'on voit de Loak, c'est Loak qui dit à son frère, ouais, viens, on va chercher les armes. Non, Neteyam qui dit non, papa, il va pas vouloir, il va nous déchirer. Ouais, t'es une poule mouillée, la classique, tu sais, t'es une poule mouillée. Ils se font engueuler. Et Neteyam, il prend cher. Ouais, voilà. Donc, et en fait, j'ai compris très vite, parce que c'est du déjà vu, qu'il allait sûrement y passer. Ouais, toi, parce qu'en fait, il se fait écraser par son frère. Tu vois, typiquement, un autre indice. Ce que tu veux dire, c'est que pour exister, lui, si Loak veut exister, il faut que il n'y ait plus son frère. Donc c'était le raisonnement. En tout cas, dans le film. Raisonnement. Dans le raisonnement, je comprends ce que tu veux dire. Parce que si tu regardes, quand il arrive au peuple de l'eau, le seul personnage qui a un love interest, c'est Loak. C'est vrai. C'est pas Neteyam. Neteyam, on s'intéresse pas à lui, en fait. Non, on s'intéresse à lui par Loak. Il est présent chez les navires, mais il est complètement transparent et il disparaît complètement de l'histoire une fois qu'on est dans le peuple de l'eau, quoi. Il a quasiment plus de scènes après, quoi. Clairement, il en a très peu, et toutes les scènes qu'il a, c'est pour aller chercher son frère, ou pour attraper les conneries de son frère, ou voilà. C'est toujours en rapport à Loak, parce que Loak va être et Jake, en fait, plus jeune, quoi. C'est lui, hein. Jake Sully, il faisait de la merde quand il a commencé à être un avatar, il faisait des conneries, machin. C'est Loak, quoi, l'adolescent un peu dissident, en crise d'ado, mais quand même très franchement bon. Alors, il sera plus important dans les suites. Je pense que le futur Messie ou le futur élu des suites, ça sera Kiri. Ça sera le personnage de Sigourney Weaver. Non, ça va être un duo. Tu penses que ce sera un duo, toi ? Ok. Bon, c'est intéressant. Ce sera un duo. C'est Loak et Kiri, 100%. Loak étant la partie... en fait, c'est comme Jake et Neytiri, tu vois. Voilà. C'est un duo. Loak étant la partie un peu plus guerrier, militaire, et Kiri la caution spirituelle. Ok. Voilà. Bon. Est-ce que tu as autre chose ? Parce que si tu regardes, Loak n'a mis à part son lien avec le Tulkun, mais il a quasiment pas de scène spirituelle ou quoi que ce soit, quoi. C'est très, très, très faible. Ouais. Là où Kiri a quasiment que ça. Ouais, c'est très dans le, c'est ésotérique, on va dire. On sent que c'est très. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais elle est très dans le spirituel, dans le ressenti. Elle est très dans elle est dans le sensitif. On la voit, elle est sous l'eau, en train de regarder, de s'émerveiller de ce qu'elle voit. D'ailleurs, on peut, c'est peut-être le moment d'en parler. Vous avez tous vu l'info, mais en fait, il y a eu un record qui a été établi par l'actrice Sigourney Weaver, parce qu'en fait, la performance qu'on voit, ils sont vraiment sous l'eau. Après, il y a un relifting qui fait qu'ils sont en avatar, et il y a une retouche des effets spéciaux qui fait qu'on les voit comme ça. Mais elle est vraiment sous l'eau, en train de faire sa scène, et elle a fait un record en termes d'apnée. Je crois qu'elle est restée, il me semble, plus de 6 minutes sous l'eau.
6 minutes 30 sous l'eau en apnée, Sigourney Weaver. Et elle a du coup, son âge. du coup, elle a battu le record de Tom Cruise. C'était détenu avant par Tom Cruise. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a des Et tu parles d'un record pour un profane. Ouais, quoi, ouais, voilà, un mec oui, qui fait attention, pas de l'apnée, attention, quoi. oui, voilà, tout à fait. C'est, on parle d'un film, on parle dans l'univers cinématographique, compagnie. Je pense que les professionnels aujourd'hui, il y en a qui peuvent tenir. Ah, j'avais pas vu passer certainement l'info, plus mais longtemps. ouais, c'est- Mais ouais, je crois que c'est ça. Il me semble avoir vu passer justement qu'elle avait tenu plus de 6 minutes sous l'eau, justement pour les besoins du film, et que je crois que Kate Winslet avait failli se noyer pendant le film. J'ai vu une info passer comme ça, Oui. ce qui est Oui, drôle oui. parce qu'on peut terminer par ça si tu veux, parce que je pense qu'on a fait le tour. Bon, il y a Kate Winslet, mais il y a quand même une grosse ref à Titanic, puisqu'il y a un moment donné, il y a le bateau qui coule, et on voit les deux Alors, acteurs des refs. en train de remonter. Donc c'est l'acteur qui joue Spider et du coup Kiri qui sont en train de remonter le bateau, et qui est le bateau qui est en train de se pencher, en train de plier. J'ai vu le Titanic, quoi. Je me dis, il y a mais- Céline Dion qui va débarquer Mais et toutes qui- les scènes. et qui va gueuler, Toutes les scènes. qui va gueuler My Heart Will Go ah On, quoi. Non, ouais. Mais il a fait des grosses refs Ouais. à ses œuvres. Mais hein, Titanic, Abyss, Abyss. mais on les attendait. Et le mec, il fait un truc sur l'eau. C'est un passionné de l'eau. Il est matrixé par l'eau. C'est pour ça qu'il a fait un film sur l'eau. Et c'était évident qu'on allait avoir une ref à Abyss, une ref à comment dire, à Titanic. Je l'attendais en fait. Je me dis quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Bah putain, ça y est, le bateau il coule. Bon bah Je c'est crois bon. qu'il y a une ref à Terminator aussi. Ok. Pourquoi il y a un personnage qui dit euh, I'll be back. Non, c'est pas ça. Non, mais je regardais le youtubeur Captain Popcorn qui faisait sa critique, et il expliquait qu'à un moment donné, il y a une scène où, tu sais, quand les humains débarquent, tu sais, quand les vaisseaux se posent, tout crame, et que t'as une escouade de gros robots qui sortent. Elle est impressionnante cette scène. On en a pas parlé. Elle est impressionnante Et je sais pas visuellement. si c'est pas une ref. Ouais. Je sais pas si c'est pas une ref à soit à Terminator, soit à merde, comment il s'appelle ce film là un des films de Cameron, Ouais, j'ai plus. Il en a pas fait 50, hein, Cameron. hein. Non, bah oui, mais je crois que c'est Terminator. Apparemment, dans le plan, etc., ça y ressemblait apparemment. Moi, j'ai jamais vu donc Terminator, malheureusement. T'as jamais vu aucun Terminator Non. Ah, vraiment aucun? Ni le 1, ni le 2? Ok. T'es sérieux? T'es passé à côté de ça? Ouais. Merde. Non, mais je le ferai. Hein. Je pense que 2023, c'est prévu que je Ah. mate les Ah, Terminator. mais En fait, j'ai commencé à regarder le 1 Tu gardes l'année tu gardais ça dernière. pour le podcast en Je suis fait. tombé dessus sur Ciné+, Ah, d'accord. Canal Plus Cinéma ou je sais pas quoi là. Merde. Je me suis dit oh putain Terminator, mais j'ai pas eu la foi d'aller au T'as bout. gardé ça pour le podcast en fait. Tu t'es dit, on va en parler un jour de Terminator quoi. Pourquoi pas, ouais. Mais mec, ça a pris un coup de vieux. Hein. Ah ouais. Moi, découvrir Terminator en 2023, je te cache pas que Ouais, mais j'ai des appréhensions. Ça de a ouf, pris hein. un coup de vieux, mais c'était de la bonne CGI à l'époque. C'était des effets un peu en dur, et ce qui fait que je trouve que Ouais, ça. c'est pour ça qu'il faut que je Ouais. sois prêt Mais mentalement. la patine tu du temps, vois, elle est bien. à Elle le est bien. Tu vois, regarder. je trouve qu'il y a aujourd'hui, il y a des films des années 2000 on était au tout début des effets spéciaux, on va dire numériques, qui justement ont beaucoup plus mal vieilli que certains effets spéciaux des années 80-90. On sent qu'il y a la patine de l'âge. On voit que c'est un film daté, mais en termes de visuel, c'est super chouette, quoi, parce que c'est de l'effet en dur, et Terminator, c'est ça aussi, quoi. C'est des vrais bons films qui n'ont pas trop mal vieilli. Moi, je les revois régulièrement, et je trouve que c'est. Mais c'est le vieux con de 37 ans qui ça parle. reste subjectif. Ouais. Ça a vieilli, ça c'est sûr et certain. Après, bien ou pas, ça dépend des gens. Bon, est-ce que t'attends la suite, du coup? T'attends la suite aussi, je suppose. On va Oui, conclure là-dessus. avec impatience. Ouais. Ouais. J'attends le jeu vidéo parce qu'apparemment il y a un gros jeu vidéo qui va sortir Avatar. Tu l'avais fait l'autre jeu vidéo? Ouais. Ok. Ouais, mec, il était nul. Il était nul à chier. Ah, c'était de la merde. Tu pouvais jouer soit un humain, soit un avis. Après, par contre, le jeu était très riche en lore Ouais. Avatar. Qu'est-ce qu'il était dur. Parce que Cameron avait mis sa Ah main ouais, non, mais il dedans. était dur. Mais le jeu, Il était horrible. le jeu était Non, nul. mais j'avais Ah, essayé de le prendre. Tu te fais mais défoncer alors que t'es en niveau de difficulté pas trop élevé. Ah, moi j'avais. C'était un semi-open world un peu bizarre. Ouais, troisième personne, tout ça, mais ouais. Et forcément, t'as pas du tout envie de jouer un humain, quoi. Enfin, Mais tu peux jouer un avatar, mais tu te fais ton avatar à toi. Oui, tu peux jouer qui, un avatar, mais t'as les deux c'est gameplays ça, en fait. mais qui intervient en side de l'histoire principale. J'ai toujours détesté ces trucs-là où on joue pas vraiment le héros du Oui. film, on joue un mec à côté qui fait des missions en parallèle de l'histoire principale.
et qui de temps en temps Ouais, croise pas les ouf, personnages. pas ouf. Je déteste ces Mais scénarios. je pense qu'il va y avoir un jeu vidéo, tu vois, qui va être assez cool. Et bien sûr, hâte d'avoir la suite. J'ai pas envie de spin-off série ou quoi. En fait, je veux que ça, mais ça n'arrivera pas, je Non, pense. non, non. Ouais, Mais je veux que ça reste très bien tu l'as produit. dit, hein, il est très Euh, contre le fric, hein, Cameron. Donc il va faire en sorte que Voilà. ça soit ses films et rien d'autre. Et il est en train de créer un peu son lore à lui. Hein. Il crée son univers qui est propre Ah à bah, lui. c'est- Et j'espère qu'en tout cas, ouais. Je vous invite. Je vous invite à regarder, je sais pas si, moi je consomme beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube, je vous invite à regarder la chaîne YouTube Tales from the Click, pour ceux qui connaissent, JB Toussaint, Jean-Baptiste Toussaint je crois qu'il s'appelle, qui fait des, clics droits sur des acteurs, etc. Et en gros, en fait, il présente un peu la vie, mais de manière brève et très intéressante d'acteurs, réalisateurs et tout. Il en a fait un sur James Cameron pour la sortie d'Avatar. C'est très très intéressant. Genre par exemple, il dit un truc qui est très, il explique un truc qui est très cool. C'est que Cameron, c'est le seul réalisateur à être consultant pour la NASA, mec. Voilà. C'est-à-dire que là, genre, il est Ok. consultant Je savais officiel. Pour la NASA, ben moi non plus, mec. Et, pour te dire à quel point c'est un baiser ce type. Hein, Mais c'est vrai James qu'il y a un Cameron. côté, Et, il y a un côté dans toute la partie vaisseau spatial quand tu les vois. Alors on sait aujourd'hui on n'a pas la technologie, mais il y a un côté très réaliste, tu sais, dans les vaisseaux. Tu sais, quand tu vois les vaisseaux arriver sur la Terre, sur la manière de se poser et compagnie, Oh, mais c'est un tu geek, te dis, mec, tu te c'est dis un- putain, c'est un ça nerd. pourrait exister quoi, tu vois. Même si c'est très loin. Il dans est l'avenir. ingénieur, enfin, il est trop fort, mec. Il est Ah non, non, trop mais Cameron, fort, de toute façon, ça a toujours été avant tout un technicien. C'est un technicien du cinéma plus qu'un réalisateur. Alors, il fait des super films, hein, Ah oui, mais oui. c'est quelqu'un qui est connu pour son Oui. côté très technique et il apporte vraiment le côté un peu presque limite scientifique de certaines choses. Et non, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Tout n'est pas parfait, mais j'aime beaucoup son Non, œuvre. ouais, moi j'aime beaucoup. Bah, c'est surtout que, mec, voilà, c'est le boss de fin du cinéma, quoi. Le type, il sort un film, et là, il va dépasser son propre record de box-office, quoi. Alors après, ils annoncent pour que le film soit rentable, Voilà. c'est 2 milliards de recettes quand même. Hein. Donc, Il va Tu les penses faire qu'il va les tous faire, les toi jours. Tous Ouais. les jours. Mais tous les jours. mais c'est mec, vrai qu'il bien a sûr. il a cassé le game. Hein. Honnêtement, moi je me disais, Les séances, c'est complet depuis la Ouais, sortie. ouais. Ça fait 3 semaines que ça joue à guichet fermé, tu mec. sais, moi dans C'est ma un voix, truc de je fou, me dis, quand il y a quand même, je me dis d'avoir une masse de la population qui n'a rien à foutre, tu vois, qui attend pas Avatar. Et en fait, globalement, on n'a pas eu trop de com en fait sur Avatar. Il y a eu, tu vois, on n'a pas été, Y a pas besoin. on n'a pas été inondé de communication. Le mec, il sort son film, il casse le game. Qu'on aime le film ou qu'on déteste le film, hein, mais il casse le game du cinéma, Y a pas il a besoin. tout explosé. D'ailleurs, c'est pour même dire une chose, c'est que je discutais avec le responsable du cinéma de chez moi, on discutait de ça, il me dit, c'est pauvre, les sorties cinéma, au moment où Avatar sort. Il y a rien. Il y a quelques trucs, tu vois, il y a eu le chapeauté, il y a eu le chapeauté 2 et pourquoi compagnie, parce qu'ils ont peur de se mettre en face. Euh, T'as aucun... Mais personne ne veut se mettre en face Personne ne veut se mettre d'Avatar. en face d'Avatar. Personne. C'est- Et dans 2 ans, c'est la même. Tu sais qu'il hein, avait, tu sais qu'il avait décalé à l'époque, il y avait un projet de sortie aux alentours, je crois que c'était 2016 ou 2017. Avatar était prévu le 2, normalement il était prévu de sortir en face Star Wars 8. Et du coup, Oui. il a décalé la sortie, du coup, pour plus peaufiner son film et se dire, j'ai pas envie de me retrouver en face de Star Wars, parce que je peux me prendre une claque. Mais en vrai, il a été ultra bon. Hein. Il a dû se marrer quand il a vu tout ce que le torrent de merde qu'a dû prendre le 8. Et de le sortir maintenant, je pense maintenant que c'est plutôt l'effet inverse, que Star Wars n'osera pas sortir en face d'Avatar. C'est une franchise. C'est certain. Parce que... Personne ne veut. Et là, le problème, c'est que le cinéma, il se retrouve baisé parce que vu qu'il a tourné beaucoup de choses d'un coup, le 3 est censé sortir dans 2 ans, donc en 2024, 4, ouais. fin 2024, et tous les 2 ans, du coup. C'est ça. Bon, on en a jusqu'en 2028. C'est... Ouais. C'est... Ça fait un peu peur. Ouais. Mais alors, C'est le gros point fort dans cette histoire-là, c'est qu'il a tourné déjà une bonne partie de tout ce qu'il devait tourner, donc on va avoir ce côté âge des acteurs qui sera bien préservé. Mais il est pas vieux, hein, Cameron. Hein. Il a encore, je pense qu'il... Non, mais c'est plus le scénario, moi, qui me fait un Ah peu oui. peur. Ouais. Mais Tiens, bon. Cameron, je regardais, il En est fait, de 54, j'ai il a peur 68 que, ans, tu vois, Cameron. ça meurt dans l'œuf, quoi. Ah En ouais, gros, il y a- en fait, c'est risqué quand même. Hein. ça ne suffit. En fait, attendre 10 ans et sortir un truc avec une nouvelle techno et tout, et beaucoup de choses qui évoluent bien,
ça fonctionne, mais tous les 2 ans, si le scénario est pauvre, en fait, tu Ça vas va être une habituer les redite. gens à bouffer habituer les gens à bouffer. médiocre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des attentes qui vont être pas vraiment comblées parce qu'ils vont se dire ouais non mais c'est Bah, bon quoi. En fait ça on l'a Je déjà pense que vu. les, Merde. je pense que les, tu je vois pense que les fans ou même les gens qui ont été voir le film laisseront peut-être sa chance aux 3 de résoudre les problèmes qu'on a évoqués justement du 2 qui vont pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas en termes de cohérence scénaristique et compagnie. Il y a des choses où c'est pas logique, tu vois. Je pense à une scène on m'a fait remettre en tête et j'ai beau y réfléchir et j'ai pas la réponse. Au moment où justement le fils donc de Sully meurt, il a un appel de Quaritch qui lui dit alors ça fait quoi de perdre son fils? Mais comment il sait que son fils est mort? À aucun moment, il a l'info, en fait. Et j'ai beau réfléchir, j'ai beau essayer de me repasser la scène, et je me dis, C'est pas lui qui tire. bah ouais, mais il était pas mort. Ou alors il sait qu'en lui tirant dessus, c'est qu'il a fait un tir mortel. Ça paraît gros, quand même. Bah, Ça fait... s'il lui a tiré en plein dans le poitrail. Ouais, il y a alors des il peut chances supposer que, mais ça fait gros dans la manière dont c'est amené, encore une fois, tu sais, dans le côté écriture, c'est vrai, c'est vrai. c'est un peu gros. Mais voilà, donc faut espérer en tout cas que Cameron arrive à régler un peu ça. Mais dans l'ensemble, voilà. Alors on a passé un peu plus de temps, je pense, sur le côté des côtés un peu négatifs, mais globalement, c'est un film qu'on a aimé. Parce qu'il y en a et qu'on a du recul. Tu C'est vois, ça. je pense qu'on enregistre cet épisode à la sortie de la séance. On est à chaud, hein. On est juste émerveillé, quoi. À chaud, on est émerveillé. Et avec un peu de recul, avec les nuits qui passent, bah forcément. Et puis aussi, on n'a pas que notre propre avis. C'est aussi, moi, c'est ça que j'aime faire quand je regarde un film. J'aime bien prendre des avis Ouais, c'est ça. d'un peu à droite, à gauche, voir ce que les gens ont relevé que moi, j'ai pas relevé. Et voir si bah, c'est intéressant ce qu'ils disent ou pas. Me faire mon propre opinion en fonction de ce que disent les autres personnes. C'est ça. Donc voilà. Mais j'oublie pas en fait le sentiment que j'ai eu quand je suis sorti du ciné. Qui est positif. Et dans Et le qui film. reste positif. Moi, à un moment donné, j'avais l'alarme mais à moi l'œil, aussi. j'avais les poils Ah ouais, moi levés. aussi, j'ai des frissons, et tout ça. ça, tu peux pas Ah me non, c'est l'enlever, clair. quoi. Non, il y a eu un plaisir de séance avec du recul quand tu repenses à certains trucs. Tu dis, ah, c'est gros, ou c'est mal écrit, ou ça y va avec ses gros sabots, tout ce que tu veux. Mais dans la globalité, moi, j'ai trouvé que c'était un truc cool et que je pense que je prendrais plaisir à revoir. Voilà. Mais il y a quand même des trucs Ouais. qui ne fonctionnent pas. Mais ça serait un chef-d'œuvre. Et c'est pas un chef-d'œuvre. Mais il y a des choses qui vont pas. Mais il y a plein de choses qui prennent le dessus sur les côtés négatifs. Et il y a aussi des trucs que t'aimes tellement le lore d'une histoire ou d'un film que t'es prêt à fermer les yeux sur 2-3 trucs. Tu vois, moi, je suis un peu comme ça. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure. Je suis assez aussi pareil. Je suis assez facile en termes de clients. Ah ouais, moi, je suis un je suis bon public, moi. Donc, si tu veux, il y a un moment donné, il y a des trucs, oui, bon, ok, on sait que c'est gros, on sait que c'est cheaté, on sait que ça tient pas la route. Mais on s'en fout, on est là pour prendre du plaisir, en prendre plein les yeux. Voilà. Donc, mais globalement, ça reste une séance vraiment très cool. Et puis, on vous dit à bientôt. Salut, mon petit Val. Salut à Allez, tous, la à très bise. vite. Ciao, tout le monde.